Bien, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Je suis heureux de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle série de webconférences qui vont jalonner le MOOC sur le myélome, avec une première webconférence intitulée Qu'est-ce que le myélome multiple? Donc, pour rappel, en attendant que d'autres participants nous rejoignent, le MOOC sur le myélome est désormais accessible en vous rendant sur le portail action-myélome.org de la F3M qui centralise toutes les actions informatives et pédagogiques de la F3M. Le lien vous sera communiqué évidemment dans le chat au fur et à mesure de la webconférence. Donc, je tiens également à vous informer qu'en vous y inscrivant, vous pourrez ainsi accéder au MOOC, ouvert depuis le 11 mai, et dont le second module sera accessible à partir du 25 mai, donc date à inscrire dans vos agendas, mais aussi consulter les différents replays de toutes les anciennes webconférences de la F3M, et vous inscrire en quelques clics à toutes les webconférences à venir, que ce soit des webconférences hors MOOC ou alors webconférences comme celle-ci qui font partie du programme. Donc, je le répète, un seul et même site pour accéder au MOOC, aux webconférences, au replay et par la suite la GNM, c'est action-myélome.org. Donc là, je vois que la salle continue de se remplir. Vous êtes déjà 120 connectés et à utiliser le chat. Donc, je pense que c'est le moment de faire un petit récapitulatif sur le fonctionnement de cette plateforme. Donc, sur la gauche, partie gauche de votre écran est sur fond noir. Vous pouvez voir tous les intervenants à mes côtés, ainsi que Madame Sophie Delmer, qui est tutrice du MOOC et qui sera la modératrice de cette webconférence, ainsi que la diapositive qui servira de support à celle-ci. Sur la partie droite, donc sur fond blanc, vous avez le chat dans lequel vous vous exprimez pour nous dire bonjour d'un peu partout en France d'ailleurs. On a dépassé la barre des 120 connectés. Donc ce chat vous permet de discuter entre vous, de nous saluer, mais également de nous faire part de vos expériences et de nous signaler tout problème technique, quel qu'il soit, un problème de son, un problème de vidéo, etc. On vous y répondra volontiers et le plus rapidement possible. C'est également là que des liens vous seront transmis, des liens vers le portail action-myélome.org ou vers la chaîne YouTube de la F3M, etc. À côté de cet onglet chat, vous trouverez l'onglet questions, que je vous demanderai d'utiliser exclusivement pour poser vos questions aux différents intervenants. Ça nous permettra tout simplement de vous répondre et de soumettre, sinon, à l'oral, les questions aux intervenants. Donc voilà, je vais céder la parole à Sophie Delmer et je vous souhaite une très bonne webconférence. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente avec nous le professeur Olivier Decaux, donc hématologue au CHU de Rennes, et le docteur Cyril Touzeau du service hématologique du CHU de Nantes, qui sont là ce soir pour animer pour nous la première webconférence du MOOC sur le thème « Qu'est-ce que le myélome ?» Voilà. Donc, ce soir, nous avons une actualité très riche, puisque nous avons le début du MOOC qui vient de démarrer, avec quand même pas mal d'inscrits déjà. Donc, je vous engage à continuer vos inscriptions. Vous avez encore largement le temps. Voilà, professeur, je vais vous laisser la parole pour débuter donc cette première webconférence. Merci. Alors voilà, ça c'est nous. Pardon, voilà, j'arrive. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis effectivement Olivier Decaux, je travaille dans le service d'hématologie au CHU de Rennes. Et alors l'organisation pour ce soir, en quelques minutes, je vais vous présenter des diapositives qui présentent le myélome multiple, et après avec Cyril, mon collègue de Nantes, on répondra aux questions qui ont déjà été posées sur le site de l'F3M via le MOOC, et puis aux questions que vous poserez dans l'onglet à côté de la vidéo. Donc, pour commencer très simplement et brièvement, parler du myélome multiple. Donc, le myélome, comme vous le savez, est une maladie maligne de la moelle osseuse. Et quand on parle de maladie maligne de la moelle osseuse, on parle aussi d'hémopathie maligne pour maladie du sang maligne. Il y a en fait beaucoup de maladies différentes. Vous entendez sûrement parler de temps en temps de leucémie, de lymphome, et donc de myélome pour ce qui nous
concerne ce soir. Et en fait, ce sont des maladies très différentes. Pourquoi? Parce que la moelle osseuse, en fait, c'est un organe très riche. C'est l'organe que j'appelle l'usine à globules. C'est à l'intérieur de l'os. Si vous avez mangé de l'os à moelle, fut un temps, on en mange moins maintenant, c'est à l'intérieur de l'os. Et donc, dans cet os, il y a la moelle osseuse qui est là pour fabriquer tous nos globules. Alors, la moelle osseuse fabrique des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Au point de départ, il y a une cellule qu'on appelle la cellule souche qui est capable de donner toutes les cellules du sang et de la moelle et du sang. Et puis, quand elle se différencie, cette cellule, vers la lignée des globules blancs, il y a différents types de globules blancs qui sont à des stades de maturation, de spécialisation différents. Et en fonction du moment où cette cellule globule blanc devient malade, on parle de différents types de maladies. Donc, quand c'est une cellule très proche de cette cellule souche, on parle de leucémie. Puis, plus on avance, plus on va vers les lymphomes. Et en fait, la cellule qui est malade dans le myélome, c'est une cellule qui est hyper spécialisée, qui s'appelle un plasmocyte qu'on aperçoit ici parce qu'elle est très particulière, elle est ovoïde avec un noyau qu'on voit au milieu qui est excentré. Ça, c'est très caractéristique pour les cytologistes. Mais en tout cas, c'est cette cellule qui est malade dans le myélome. Et cette cellule, sa spécialité, c'est de fabriquer ce qu'on appelle les anticorps. Alors, c'est quoi les anticorps? C'est cette protéine qui est représentée au milieu en forme de Y. C'est une protéine dont la fonction, c'est de reconnaître une cible. Et comme on a des clés pour reconnaître une serrure, on a des anticorps pour reconnaître une cible. Et quand un anticorps reconnaît une cible à la surface d'une cellule, c'est pour signaler à nos globules blancs normaux qu'il y a un danger. Donc, notamment, les anticorps sont là pour nous défendre contre les virus et les bactéries. Et donc, les anticorps fonctionnent un peu comme des gommettes qui vont se coller sur les virus et les bactéries pour dire à nos globules blancs, qui sont nos défenseurs de l'organisme, attention, danger. Et donc, on parle beaucoup de vaccination en ce moment. Quand on vaccine, c'est pour fabriquer des anticorps. Et comme ça, quand le virus ou la bactérie arrive, les anticorps se collent sur le virus et la bactérie et nos globules blancs viennent le détruire avant qu'il ait le temps de faire des dégâts. Donc, avoir des anticorps, c'est vraiment important, c'est normal. Et donc, ce plasmocyte, sa fonction, c'est de fabriquer des anticorps. Et une des particularités du myélome, c'est que donc le plasmocyte devient tumorale. Une cellule tumorale, c'est une cellule qui ne meurt pas et qui se multiplie à l'identique. Donc, on appelle ça une cellule clonale, c'est-à-dire qu'elle donne des filles qui lui ressemblent et qui fabriquent finalement, puisque là on parle de plasmocytes qui fabriquent des anticorps, ces cellules vont fabriquer le même type d'anticorps et donc on va voir cet excès d'anticorps dans le sang. Et ça va être une des choses dont je vais parler tout de suite, c'est l'apparition du fameux pic à l'électrophorèse. Alors, je parlais des anticorps tout à l'heure. Les anticorps, donc on a plein d'anticorps différents parce que comme dans un trousseau de clés, on a plein de clés différentes. Là, il faut plein d'anticorps pour connaître plein de cibles. Et les anticorps, on les voit sur cet examen que vous connaissez bien, qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. Donc ce dessin, c'est cet examen, c'est on prend votre sang, on le fait passer dans une machine qui sépare les protéines en fonction de leur taille et de leur poids. Et les protéines sont donc rangées en fonction de leur taille et de leur poids. Et le dessin représente cette quantité des différentes protéines. Alors le pic qu'on voit à gauche, c'est un pic qui est strictement normal. C'est le pic qu'on appelle l'albumine. C'est la protéine la plus importante du corps humain. Et donc, il faut avoir de l'albumine. C'est très important pour le fonctionnement de l'organisme. Et puis après, il y a différentes fractions de protéines. Celle qui va nous intéresser, c'est la zone des gamma-globulines. Les gamma-globulines, c'est finalement les protéines qu'on appelle les immunoglobulines ou les anticorps. Et donc, comme on a plein d'anticorps différents, qui ont des formes et des tailles différentes, des formes et des poids, des tailles et des poids différents, pardon, ils se répartissent de façon homogène. Et on a ici, alors je ne pense pas que vous voyez ma flèche, mais on a ce qu'on appelle le dôme des gamma-globulines parce qu'il y a plein d'anticorps qui se répartissent de façon homogène. Et dans le myélome, comme la cellule malade, c'est une cellule qui fabrique l'anticorps, un anticorps, quand elle se multiplie, elle fabrique le même anticorps en quantité très importante. Et donc, dans le myélome, on a chez la grande majorité des patients cet excès d'anticorps qui est la même protéine qui va se déplacer au même endroit dans la machine et donc on va voir sous la forme d'un pic. Et donc, le pic à l'électrophorèse, qui va nous aider à suivre le myélome, on en reparlera au cours de cette webconférence, ça traduit le fait qu'il y a une cellule dans la moelle qui s'est multipliée, qui se met à fabriquer en quantité beaucoup plus importante un anticorps qu'on appelle un anticorps clonal ou une immunoglobuline clonale. Et donc ça va être le témoin de la présence d'une cellule anormale dans la moelle. Alors, dans le cadre du myélome, ça va nous permettre de suivre la réponse au traitement puisque la quantité d'anticorps va être le témoin de ce qui se passe dans la moelle. Donc, si l'anticorps diminue, donc le pic diminue, ça veut dire qu'il y a moins de cellules tumorales. Si le pic augmente, ça veut dire qu'il y a plus de cellules tumorales. Alors ça, c'est un examen vraiment important. On en reparlera tout au long de cette webconférence. Et maintenant, je vais vous parler un peu des complications de cette maladie. Alors, à gauche, c'est un dessin qui représente une moelle normale avec des globules rouges, des globules blancs. Alors, il y a différents types de globules blancs, je vais rentrer dans les détails. En tout cas, l'usine à globules fonctionne bien. Et dans le myélome, comme dans d'autres maladies de la moelle, vous avez les plasmocytes, ces fameuses cellules ovoïdes qui se multiplient, qui prennent beaucoup de place. Et la moelle, c'est un espace fermé. Je parlais tout à l'heure de l'os à moelle. L'os, c'est un espace fermé. Donc, quand il y a des cellules anormales, les bonnes cellules n'arrivent pas à travailler. Et donc, on peut avoir une diminution des cellules sanguines, par exemple de l'anémie. C'est un symptôme fréquent biologique de présentation du myélome multiple.
Une autre complication importante et grave dans le myélome, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la cellule tumorale, elle fabrique des anticorps. Alors les anticorps, c'est donc ces protéines qui ont cette forme d'Y. Et en fait, un anticorps, c'est 4 briques, 2 petites briques qu'on appelle des chaînes légères et 2 grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes. Et un anticorps complet, c'est donc 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Et de façon très très fréquente, les cellules tumorales du myélome fabriquent en plus de l'anticorps un excès de ce qu'on appelle les chaînes légères, donc ces fragments d'anticorps qui sont des toutes petites protéines. Et ces petites protéines, elles ont la capacité de passer dans les urines. Le rein, ça c'est la représentation d'une unité fonctionnelle du rein, donc c'est vraiment, on est à l'échelle microscopique. Le rein, c'est un filtre qui normalement garde nos protéines et ne laisse pas passer les protéines dans les urines. Normalement, on n'a pas de protéines dans les urines. Et ben, les chaînes légères, c'est des protéines tellement petites qu'elles ne sont pas bloquées par le rein, elles passent dans les urines et on les trouve quand on fait des analyses d'urine. Et c'est pour ça que quand un patient est suivi pour un myélome multiple, on regarde très très souvent les urines, on trouve ces petites protéines dans les urines. Et le problème de ces petites protéines dans les urines, c'est qu'elles peuvent, quand elles sont en quantité importante, bloquer les tubes des reins, ce qu'on appelle les tubules, un peu comme si vous voyez des enfants jouer avec du sable et de l'eau, avec un tuyau, du sable et de l'eau. S'il y a beaucoup de sable, le tuyau va se boucher. Ben, ces protéines-là, elles ont la capacité de bloquer les tuyaux. Quand il y a beaucoup de protéines très concentrées dans les urines, elles vont boucher les tuyaux des reins et donner ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, donc les reins qui ne fonctionnent plus. Alors chez certains patients, ça peut aller jusqu'à bloquer complètement les urines. Il y a plus les patients n'urinent plus. Et chez d'autres patients, il n'y a aucun symptôme, mais quand on fait la prise de sang, on voit que le fonctionnement des reins est anormal. C'est ce qu'on appelle la créatinine qui nous permet de voir le fonctionnement des reins. Ça, c'est une complication très embêtante du myélome parce qu'elle est le plus souvent asymptomatique et c'est parfois uniquement sur la prise de sang qu'on va le découvrir. Et on pourra évoquer les moyens de la prévenir ou de la traiter, notamment c'est de bien boire et de boire de l'eau de Vichy, puisque l'eau de Vichy est une eau qui a un pH alcalin, donc elle est le contraire d'acide. Et il se trouve que ces chaînes légères, elles précipitent beaucoup quand les urines sont acides. Donc c'est pour ça qu'on embête beaucoup les patients à boire du Vichy, qui est une eau pleine de bicarbonate. Je passe à la troisième complication et j'en ai presque terminé, qui est une complication là aussi qui nous embête beaucoup de patients dans le myélome, c'est les lésions osseuses. Alors, le myélome donne des lésions osseuses, mais c'est pas une maladie de l'os lui-même. L'os en tant que tel, il est sain. C'est pas les cellules osseuses qui sont malades, c'est vraiment les cellules de la moelle. Et dans notre os, on a de façon physiologique des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui en détruisent. Et normalement, il y a un équilibre de ces deux types de cellules, ce qui fait que nos os fonctionnent toute notre vie. Alors avec le temps, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose qui apparaît, l'ostéoformation devient un peu moins forte, mais normalement, il y a un équilibre. Et dans le myélome, les cellules du myélome dérèglent cet équilibre avec une accélération des cellules qui détruisent de l'os et un ralentissement des cellules qui en fabriquent. Et donc, ça va créer des lésions osseuses, alors qu'on voit sur les radiographies. Alors, quand j'étais plus jeune, on faisait des radiographies. En haut à droite, vous avez la radio d'un bras, d'un humérus, et vous voyez ce qu'on appelle une lésion lytique au milieu ou une lacune à l'emporte-pièce, où on peut parler plus simplement de trous. Donc en fait, la partie qu'on voit sur la partie droite, c'est on voit dans la partie haute que l'os est assez épais dans sa paroi et qu'au niveau de la lésion, l'os devient beaucoup moins épais. Alors ça, c'est des lésions qu'on voit beaucoup dans le myélome qui vont pas forcément mal, mais qui peuvent casser parce que ça fragilise l'os. Je reprends l'exemple de l'os à moelle. S'il y a une partie de l'os à moelle qui est fragilisée, l'os est plus fragile, peut casser. Et donc on a parfois des patients qui vont avoir des fractures pathologiques, des fractures liées au myélome qui apparaissent à la suite d'un faux mouvement. Alors avant, on faisait des radios, on voit les lacunes à l'emporte-pièce, les lésions lytiques sur les radios. Maintenant, on fait des scanners. Donc en bas, vous avez des scanners. Alors la vertèbre à gauche, elle est quasiment normale, mais on voit quand même des petites zones, notamment des petites zones très très fines de lacunes. Mais par contre, sur la vertèbre du milieu, c'est beaucoup plus important. On voit une vertèbre qui est très fragilisée. Vous voyez au milieu, il y a un évidement de la vertèbre. Et la vertèbre, il faut bien avoir en tête que c'est ce qui soutient le haut du corps, hein. Si notre corps tient droit, c'est parce qu'il y a des vertèbres. Les vertèbres, tout le reste de l'abdomen, c'est mou. Donc c'est grâce aux vertèbres que le corps tient. Et quand il y a des évidements comme ça, il y a des risques de fractures osseuses, de fractures de vertèbres qui vont donner des douleurs très importantes aux patients. Et puis on voit une autre image, là c'est au niveau du bassin, à droite c'est normal et à gauche vous voyez qu'il y a des lésions. Voilà, alors à l'extrême, je reviens sur ces fractures rachidiennes de la colonne. À l'extrême, parfois la vertèbre peut se reculer un peu et aller titiller ce qu'on appelle la moelle épinière. C'est le gros cordon électrique qui part du cerveau qui va vers les jambes. Et dans certains cas, on peut avoir des gènes, des paralysies, des déficits moteurs. C'est exceptionnel, mais c'est une des complications vraiment gravissimes du myélome.
La dernière complication, et après je m'arrêterai et on répondra à vos questions, c'est que quand on détruit de l'os, on libère du calcium. L'os est bourré de calcium et donc fréquemment dans le myélome, on a ce qu'on appelle une hypercalcémie, une augmentation du calcium qui peut donner, ce qui peut être totalement asymptomatique, mais qui peut aussi donner parfois des troubles digestifs, parfois de la confusion des patients qui sont un peu perdus. Donc on voit parfois ça chez certains patients. Donc ça, c'est vraiment les complications les plus fréquentes du myélome. C'est celles qu'on va rechercher un peu systématiquement. C'est pour ça qu'on vous embête à faire des analyses urinaires. C'est pour ça qu'on vous embête à faire des scanners osseux ou des IRM ou des TEP scanners. C'est vraiment pour rechercher ces complications-là. Et puis pour terminer, alors le myélome, donc c'est la maladie dont je viens de parler, mais l'existence d'un pic électrophorèse, donc d'un anticorps monoclonal, ne veut pas forcément dire qu'il y a un myélome à traiter. Il y a des stades qu'on appelle pré-myélomateux qui sont beaucoup plus fréquents que le myélome. Il y a notamment les gammapathies dites de signification indéterminée, ce qu'on appelle les MGUS. Donc c'est un anticorps monoclonal, mais en fait il n'y a pas de myélome. Il y a très peu de cellules dans la moelle, il n'y a pas de complications. Et ça c'est très fréquent puisque on estime qu'il y a 3% des personnes de plus de 50 ans qui ont cette anomalie. On sait que cette anomalie peut évoluer vers un myélome. On sait que tous les myélomes sont précédés, même si ce n'est pas connu, par une MGUS. Et puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle le myélome indolent. C'est des patients qui ont un pic, qui ont un excès de globules blancs dans la moelle, de plasmocytes dans la moelle, mais il n'y a aucune complication, aucune des complications dont je viens de parler. Et les myélomes indolents, c'est des myélomes qu'il faut surveiller parce que parfois le myélome indolent peut rester dormant pendant des années. Et donc certains patients ont un myélome indolent. Alors c'est très stressant pour les patients de se dire j'ai une maladie qui peut évoluer un jour, mais on voit des patients qui restent pendant 10 ans sans évolution du myélome et qui n'ont pas besoin d'être traités. Voilà, c'est une présentation rapide, j'espère ne pas avoir été trop long, du myélome. Et maintenant, avec Cyril, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont affichés pendant que je parlais. Oui, il y a déjà énormément de questions auxquelles le docteur a répondu en direct. J'allais poser, donc puisqu'on était sur ce sujet, la question de Marilus. Est-ce que les os atteints peuvent se reconstituer dans le temps? Donc, bonsoir à tous. J'ai déjà des crampes dans les doigts. J'ai essayé de répondre rapidement aux questions, enfin rapidement, mais bien, je l'espère. Oui, c'est une question qui est intéressante, que beaucoup se posent. Oui, l'os, c'est vraiment un tissu qui est vivant. Il y a en permanence une balance entre la fabrication de l'os par certaines cellules et puis la résorption, la destruction de l'os vieillissant par d'autres cellules. Et normalement, il y a une balance qui est bien équilibrée. Quand il y a le myélome, cette balance, elle est inversée au profit de la destruction. Mais si on soigne efficacement le myélome, eh bien, l'os, tout à fait, peut se régénérer, se réparer. Alors, c'est un processus qui est assez long, qui peut prendre des mois, parfois des années. Et puis, parfois, certains de nos traitements, comme la cortisone, peuvent freiner ce processus. Mais oui, l'os se répare. C'est un tissu vivant qui se répare lorsque nous, on arrive à bien contrôler le myélome. Il y a parfois certains traitements qui aident à la minéralisation de l'os, comme les biphosphonates, et qui peuvent éviter certaines complications osseuses, comme des tassements de vertèbres, qui peuvent survenir parfois, même si le traitement est efficace et que le myélome est mis à l'état de trace voire indétectable. Donc, oui, longue réponse, pardon, mais oui, l'os est un tissu vivant qui peut se réparer. Nous avons déjà quelques questions que des personnes ont posées à travers le MOOC, en particulier lors de l'annonce du myélome, qui est pour nous une période extrêmement difficile. Comment faire pour mieux accompagner ces malades lors de l'annonce? C'était la première question. Donc, ouais, c'est une question qui est difficile. Globalement, c'est totalement légitime d'avoir une sidération, d'être sous le choc d'une annonce comme celle-là. C'est passer d'un statut de patient en bonne santé à un statut de patient avec une maladie. Et en plus, quand les patients vont sur Internet et regardent, se renseignent sur ce qu'est le myélome, malheureusement, les sites, mis à part le site de l'F3M qui est très à jour, et j'encourage vraiment les patients, les accompagnants, les familles à aller sur le site parce que vraiment, il y a un travail énorme qui est fait. Ça peut être très, très angoissant parce qu'on voit des choses qui ne sont pas, en dehors du site de l'F3M, qui ne sont pas toujours d'actualité, avec notamment le mot maladie incurable. Alors, le mot maladie incurable fait très, très peur, mais incurable ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer
les symptômes, qu'on ne peut pas stabiliser la maladie pendant des années, et le pronostic du myélome s'est considérablement amélioré. Donc, au-delà de ce choc et de cette sidération, en plus, en tant que médecin, une fois qu'on a annoncé le diagnostic, on parle de traitement. Là, on va parler de plein de choses. On va parler chez les patients jeunes de greffe, on va parler chez les patients plus âgés de venus en hôpital de jour. Donc, tout ça crée beaucoup, beaucoup de stress. Je ne pense pas, en tant que médecin, être le plus à même de soulager, d'accompagner les patients sur ce plan d'acceptation de la maladie. Je crois que vraiment, on a la chance dans nos centres d'avoir des psychologues qui sont habitués à nous aider à accompagner les patients. On a la chance, moi j'ai la chance à Rennes d'avoir des infirmières d'éducation thérapeutique, des infirmières d'annonce, et je crois qu'on doit se faire aider par des professionnels qui prennent un peu de recul par rapport au discours du docteur, qui ont un contact un peu différent. Parfois, le docteur fait un peu peur, hein. On essaye d'être le plus abordable possible, mais on annonce tellement de choses en consultation que c'est parfois difficile de continuer la discussion et de laisser libre cours à toutes les questions. Donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir des infirmières d'annonce, des psychologues qui vont prendre un peu le relais et qui vont permettre aux patients de poser toutes les questions qui l'angoissent, aux familles aussi. Donc, je crois que le meilleur moyen d'aider les patients dans ces périodes d'annonce, c'est vraiment d'être accompagné. C'est-à-dire que c'est pas juste le docteur face aux patients, c'est vraiment une équipe. Ça peut être les infirmières de l'hôpital de jour, ça peut être l'infirmière de consultation qui fait une prise de sang derrière, mais clairement, les psychologues, les infirmières d'éducation, les infirmières d'annonce, je crois que c'est vraiment important. Alors malheureusement, tous les centres n'ont pas autant de moyens, mais ça se développe de plus en plus et ça fait partie des différents plans cancer d'avoir des personnes qui nous aident à accompagner les patients dans ces moments difficiles. Nous avons eu une webconférence il y a une quinzaine de jours sur le Covid, donc nous n'allons pas en reparler ce soir, mais par rapport à cette période de pandémie, est-ce que vous remarquez des retards de diagnostic? En fait, on a eu quelques retards de diagnostic probablement, mais surtout l'année dernière, dans le période du premier confinement, on a vraiment eu le sentiment que l'accès aux médecins était sûrement plus difficile, parfois un peu une peur d'aller dans des milieux de soins. Et c'est vrai qu'on a eu, enfin en tout cas je parle localement, des diagnostics sûrement un peu plus tardifs qu'ils n'auraient été en des temps habituels. Je n'ai pas eu ce sentiment au cours des dernières semaines, derniers mois. Alors, évidemment, je parle d'une région ouest qui a sûrement été plus privilégiée en termes de Covid que des régions nord, région parisienne ou sud-est. Mais j'ai moins eu ce sentiment au cours des dernières semaines, derniers mois. Ce n'est pas le sentiment d'Olivier. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, on peut toujours trouver quelques exemples, malheureusement, mais en fait, une des difficultés du myélome, c'est que c'est une maladie qui peut être totalement asymptomatique, hein. Les complications dont j'ai parlé, l'insuffisance rénale, l'anémie, même les lésions osseuses. Les lésions osseuses ne font mal que quand il y a une fracture ou une fissure. Et donc, malheureusement, c'est une maladie qui peut être totalement asymptomatique. À partir du moment où les symptômes apparaissent, moi j'ai l'impression que même en période de Covid, les médecins nous appellent et on prend en charge les patients. Donc, j'ai pas eu l'impression, moi non plus. Alors peut-être au cœur de la crise l'année dernière, parce que tout a été sidéré pendant un mois, on a arrêté beaucoup de choses, mais j'ai vraiment pas l'impression. Les médecins sont très vigilants. Quand ils ont une suspicion, ils nous appellent et on arrive à faire les choses rapidement, je pense. Sur les causes possibles du myélome, forcément, nous nous demandons tous comment on en est arrivé là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, à propos des causes connues du myélome multiple? Est-ce qu'il y a vraiment des causes avérées? Bon, il n'y a pas de véritable cause avérée. Cependant, il y a quand même un facteur professionnel qui rend plus probable la maladie chez certaines personnes ayant fait certaines professions. Et ce qui est bien documenté quand même, c'est les personnes, les agriculteurs ou agricultrices exposées pendant une longue période de temps à certains pesticides. On sait que le myélome est plus fréquent lors d'expositions comme ça professionnelles aux pesticides, et il y a même une reconnaissance en maladie professionnelle quand cette exposition est avérée. Et donc voilà, ce facteur environnemental, il est maintenant clairement démontré, mais c'est en fait le principal facteur de risque de développer un myélome. De très rares cas familiaux sont décrits avec certaines susceptibilités génétiques. En pratique, c'est rarissime, et la survenue d'un cas chez un proche
n'est pas un facteur de risque pour les enfants, par exemple, de développer un myélome. Ces cas familiaux sont rarissimes. Et puis, certaines infections chroniques ou maladies du déficit immunitaire, ça reste des causes extrêmement, extrêmement rares. Dans l'immense majorité des cas, on ne retrouve pas de cause particulière au myélome. Peut-être que dans les années à venir, on identifiera certaines choses, mais ce n'est pas le cas pour le moment, en dehors de rares cas d'exposition professionnelle à certains toxiques connus comme pouvant favoriser la maladie. Et le plus fréquent, c'est l'exposition professionnelle aux pesticides. On parle souvent de stress aussi. Il n'est pas évident que le stress, évidemment, provoque le myélome. C'est difficile de le prouver. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon sentiment est que non, il n'y a pas de lien entre le stress et la survenue d'un myélome. C'est une question qu'on nous pose bien au-delà du myélome. Et c'est vrai que la vie, il y a toujours un tas d'épreuves et de choses de stress, et que quand survient une maladie, il est souvent tentant de faire un lien éventuel entre un sentiment de mal-être ou de stress et puis la survenue d'une maladie comme ça à l'heure actuelle. Mais évidemment, la science ne répond pas à tout. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas pu mettre en évidence de lien entre un stress ou la survenue d'un événement grave psychologique dans la vie. Ça, c'est souvent des choses qui revient en consultation, un deuil récent et puis la survenue du myélome. Et le lien éventuel, il n'y a pas de lien démontré entre le psychisme, un stress, un traumatisme psychologique et la survenue d'une maladie grave comme le myélome, avec toujours des pincettes liées au fait que nous ne savons pas tout et que tout est mis en évidence. Ce qui est difficile, c'est que un stress, quel qu'il soit, va déclencher parfois de la fatigue, va déclencher des douleurs, va déclencher des symptômes qui vont amener les patients à consulter le médecin, et le médecin fait des examens et va parfois faire un diagnostic de myélome. Mais finalement, moi, j'aurais tendance à dire que le stress fait que il y a plus de consultations chez quelqu'un qui est stressé parce que la personne se sent fatiguée, parce que la personne ressent un mal-être, et que c'est pas parce que deux événements surviennent en même temps qu'il y a un lien entre les deux. Et quand on découvre un myélome, le plus souvent, c'est une maladie qui évolue finalement à bas bruit depuis un moment, et on la découvre à la faveur d'un épisode parfois intercurrence. Des fois, c'est à la faveur d'un épisode infectieux, d'un épisode de stress, mais c'est pas pour autant qu'on peut lier les deux, et c'est vraiment, à mon avis, le hasard. Après, voilà, le stress, il y a beaucoup de publications qui disent que le stress, c'est pas bon pour la santé, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour plein de choses, et c'est difficile d'évacuer tout stress de la vie, mais en tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait de lien prouvé, en tout cas, entre stress et myélome. D'accord. Il y a Colette, bonjour Colette, qui nous demande, dans le cadre d'un suivi de myélome multiple à chaîne légère en rémission, est-il certain que l'augmentation des chaînes légères précède de loin l'apparition de l'atteinte osseuse? Alors ça, c'est la question difficile c'est une question qu'on se pose au quotidien. Globalement, normalement, chez la majorité des patients, quand ce qu'on appelle le composant monoclonal, c'est-à-dire le pic chez les patients qui ont un pic, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais la majorité des patients ont un pic. La majorité des patients ont un pic plus des chaînes légères, et puis il y a quelques patients, à peu près 20% des patients, qui ont un petit pic, mais qui par contre ont beaucoup de chaînes légères dans le sang. Donc on dose à ce moment-là dans le sang avec le dosage des chaînes légères libres. Globalement, quand on fait un diagnostic de myélome, on définit au départ sur quel élément on va suivre le patient. Donc on va suivre soit sur le pic, soit sur les urines, soit sur les chaînes légères dans le sang. Et une fois qu'on a défini ça, normalement, ce critère, c'est le compteur qui va nous permettre de voir comment évolue le myélome. Pour un patient donné, si le pic diminue, c'est bon signe. Si le pic augmente, c'est que la maladie rechute. Si c'est un patient qu'on suit sur les chaînes légères diminuent, c'est bon signe. Les chaînes légères augmentent, c'est que la maladie rechute. Donc normalement, si les chaînes légères restent normales, il n'y a pas de raison que des lésions osseuses apparaissent. Là où on est parfois en difficulté, c'est que les chaînes légères où le pic remonte tout doucement. On parle de rechute biologique. Il n'y a pas forcément de complications. Et la question, c'est de savoir à quel moment on va recommencer un traitement. Ça, c'est une vraie question, parce que chez certains patients, quand la rechute biologique est très, très modérée, imaginons un patient qui a un pic qui passe de 1 à 3 grammes, par exemple, ce qui est très, très modéré, et souvent, le pic monte beaucoup plus, ça nous arrive de simplement surveiller les patients. Les chaînes légères, c'est pareil, on va avoir des chaînes légères qui remontent tout doucement. Donc là, ça nous arrive de suivre les patients sans forcément retraiter, mais en général, les lésions osseuses surviennent chez les patients dont la maladie progresse, c'est-à-dire dont le pic ou les chaînes légères augmentent. Donc voilà, et dans de très, très rares cas, mais c'est vraiment très rare, on a parfois des myélomes qui deviennent
les cellules deviennent tellement anormales qu'elles perdent la capacité à fabriquer un pic ou des chaînes légères. Et on a parfois des myélomes qui rechutent sous une forme non sécrétante, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation de pic, pas d'augmentation des chaînes légères. Mais c'est en général, c'est vraiment très rare. Je ne sais pas combien de fois ça nous arrive par an, mais c'est vraiment très, 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 très rare, heureusement. Donc oui, si les chaînes légères ne bougent pas ou si elles augmentent tout doucement, normalement, il n'y a pas de risque de lésion osseuse. Laurent Gillot, notre cher président de l'AF3M. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent, oui. Vous demande si on peut arriver à dater le début de la maladie précisément. C'est difficile. Et donc, quand le myélome parle avec les symptômes, c'est voilà, souvent on va dire le début, c'est la palissade de la maladie symptomatique. La difficulté, c'est qu'on sait que c'est toujours précédé d'une phase silencieuse qui est souvent pas diagnostiquée. Et ça, c'est plus difficile de dater le début de l'apparition d'un petit pic fabriqué par des plasmocytes en faible quantité dans la moelle osseuse. On cite souvent les travaux de nos collègues américains. On sait que le myélome qui parle avec des symptômes est toujours précédé d'une phase silencieuse grâce à une étude qui a été faite chez les militaires, les vétérans américains. Ces patients, ces personnes militaires ont un suivi assez drastique avec des prises de sang régulières. Et nos collègues américains ont regardé chez quelques-uns des patients militaires américains qui avaient développé un myélome si on retrouvait un pic monoclonal dans les prélèvements qu'ils avaient eus il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et chez tous les patients ayant présenté un myélome, on a retrouvé 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, parfois, un pic monoclonal, c'est-à-dire un tout début de maladie silencieuse. C'est en fait très variable. Parfois, la phase silencieuse peut durer 15 ans, parfois uniquement 2 ans. Et le plus souvent, on n'en sait rien puisqu'on va en faire le diagnostic lorsque les patients se plaindront de douleurs ou d'une fatigue en lien avec de l'anémie et tout le diagnostic. Donc, en fait, il est difficile de se répondre à cette question. On n'est pas capable de dater le début de la phase silencieuse de la maladie. Beaucoup de personnes donc s'interrogent forcément avec des événements de leur vie, leur profession. On me demande si le xylophène peut provoquer un myélome multiple. L'exposition aux hydrocarbures, est-ce que ça peut provoquer un myélome? Gilles travaille comme manipulateur radio depuis 41 ans. Toutes les personnes qui ont des myélomes comme ça se penchent un peu vers leur activité professionnelle. Est-ce qu'il y a des activités, vous nous en avez parlé, mais qui seraient plus favorables donc à l'apparition d'un myélome? Je vais redire ce qu'a dit Cyril. La seule chose qui est prouvée, en tout cas reconnue, c'est l'exposition aux pesticides. Et quand on dit exposition aux pesticides, c'est vraiment dans des conditions professionnelles, de contact assez prolongé avec les produits. Pour tout le reste, c'est très difficile. Il n'y a pas de données qui permettent de le dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on voit des patients, on leur demande toujours leur profession et on a l'impression que ça touche vraiment tous les corps de métier. On n'a pas l'impression, en dehors des agriculteurs avec l'exposition aux pesticides, l'impression qu'il y ait de professions particulièrement exposées, des personnes qui travaillent en radiologie, des radiothérapeutes, des personnes qui travaillent en radiothérapie. J'ai pas notion qu'il y ait un surrisque. Alors voilà, en tout cas, sur les données publiées, on n'a pas d'informations qui permettent de le dire. Je crois que en plus, c'est difficile parce que dans une vie, on est exposé à beaucoup de choses. Donc au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Il y a énormément de facteurs confondants, donc c'est extrêmement difficile. Nous, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas, tant qu'il n'y a pas d'études qui permettent de prouver un lien, c'est impossible de répondre. Mais en tout cas, voilà, ces liens-là, ils n'ont pas été évoqués dans la littérature médicale. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, Cyril. Non, j'ai rien à rajouter. Je suis en parallèle les questions. On en a adressé plusieurs sur le lien professionnel, comme vient de le rappeler Olivier. Une question que je trouve intéressante de Colette qui dit on parlait de la sensibilisation des médecins généralistes au myélome. Et Colette pose la question de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire des électrophorèses, analyse de Ben Jones de manière régulière chez les patients, un peu pour dépister les choses. C'est en fait, à mon avis, assez difficile parce qu'on sait que la présence d'un pic monoclonal dans le sang, c'est en fait assez fréquent dans la population. C'est 3% des gens après 50 ans, c'est 5 à 10% des gens après 70 ans. C'est-à-dire que si on fait des électrophorèses
régulière à tout le monde, on va trouver beaucoup de pics monoclonaux. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est des gammapathies monoclonales qui n'ont pas besoin de traitement. C'est parfois un stress important de savoir qu'on a qu'on a une anomalie qui est très fréquente, qui peut-être pourra évoluer un jour, mais ce risque est finalement très faible. 90% ou voire plus des patients qui ont un petit pic dans le sang gamma-pathie monoclonale de signification indéterminée n'auront jamais de maladie hématologique type myélome. Donc, le risque, c'est pour dépister, c'est qu'on ne fera pas grand-chose dans l'immense majorité des cas si on fait des électrophorèses à tout le monde comme ça. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas une stratégie de dépistage retenue parce qu'en fait, dans l'immense majorité des cas, ça ne découlera pas sur une attitude permettant de prévenir une éventuelle évolution de la maladie vers une maladie qui parle, ni un traitement précoce. Et j'ajouterais que ça crée du stress parce qu'on voit beaucoup de patients en consultation pour découverte de pics fortuites. Le médecin fait une électrophorèse, un remplaçant, un nouveau médecin, et les patients arrivent très stressés. Et parfois, certains patients ont du mal à vivre avec cette gammapathie qui pourtant, comme l'a dit Cyril, est très fréquente. Chez un patient de 80 ans, il y a une personne sur 10 à 80 ans qui a un pic à électrophorèse. Et le myélome, même si c'est trop fréquent, c'est 5000 cas par an en France. Donc, la fréquence du myélome est très faible par rapport à la fréquence des gammapathies. Et puis, si on dit dépistage, c'est à quel âge? Parce qu'un patient ne peut ne pas avoir de gammapathie à 50 ans et en avoir une à 60 ans. Et donc, si on commence à faire des électrophorèses tous les ans, ça va être là aussi un coût énorme psychologique et même pour notre système de santé, pour un bénéfice, comme l'a dit Cyril, qui est probablement très, très faible. Monique nous pose la question à $1 million. Professeur, docteur, est-ce que vous avez eu déjà des véritables guérisons? En tout cas, j'ai pour ma part des patients suivis en consultation depuis une dizaine d'années avec une maladie indétectable. Je suis... il y a des patients avec des rémissions extrêmement prolongées. C'est vrai qu'on est toujours timide sur le mot de guérison dans le myélome parce qu'on sait que, contrairement à certaines maladies où si après 5 ans, la maladie n'est pas revenue, on est extrêmement serein. Dans le myélome, on peut avoir des récidives tardives. Il n'empêche qu'on voit de plus en plus avec l'évolution des traitements des rémissions durer bien au-delà de 5 ans sans revoir de patients, sans revoir de pics réapparaître. Donc, il y a en tout cas des rémissions actuellement extrêmement prolongées qui s'approchent des 10 ans. Notre groupe, l'Institut francophone du myélome, que vous connaissez bien, avait fait un essai IFM 2009 qui reposait la question de l'autogreffe à l'heure des médicaments comme le Velcade et le Revlimid. Eh bien, j'ai toujours en tête 2 ou 3 patients traités donc pas loin de 2009 avec ces traitements-là. J'en ai 2 en tête, là, que ça fait 10 ans, 11 ans, qui sont en rémission complète avec une maladie indétectable. Sont-ils guéris? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut avoir des rémissions extrêmement prolongées. Oui, je confirme. On a plusieurs patients qui ont des rémissions prolongées. Après, moi, je suis comme Cyril, très frileux à utiliser le terme guérison. Pour moi, guérison, c'est qu'il n'y a pas besoin de suivi. Et on suit toujours les patients. Maintenant, on a des rémissions qui sont de plus en plus prolongées. La difficulté, ça rejoint une question qui est posée par, je ne sais plus la personne qui pose la question, qui est sous carfilzomib et que c'est Denis, si je ne me trompe pas, et à chaque fois qu'il pose la question, combien de temps va durer le traitement? De plus en plus dans le myélome, on fait des traitements qu'on appelle prolongés parce qu'il a été démontré que de maintenir une pression sur la maladie, éviter la rechute. Alors c'est bien parce que ça retarde les rechutes, et c'est pas bien parce que finalement, les patients ont l'impression de jamais souffler, d'être toujours traités. Et une des difficultés qu'on a, enfin un des dialogues qu'on a beaucoup en consultation, au début, on fait le traitement. Quand tout va bien, c'est super. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un an, quand le traitement marche bien, les patients disent je commence à en avoir marre. Et là, on discute, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? C'est une vraie discussion parce que au bout d'un moment, la contrainte du traitement devient parfois importante. Mais en tout cas, voilà, même si on parle pas de guérison en tant que telle, on parle de rémission prolongée, de stabilisation prolongée. Et donc le myélome devient une maladie chronique. Les patients vont vivre longtemps avec cette maladie, avec des périodes
positives où la maladie est très bien contrôlée, des périodes négatives de rechute. Notre objectif, c'est de limiter au maximum les complications qui surviennent quand il y a des rechutes, d'adapter au mieux le traitement. Mais c'est une maladie, en tout cas, qui peut être contrôlée pendant plusieurs années maintenant avec les nouveaux traitements. Vous avez aussi évoqué le facteur héréditaire. Raymond nous demande, comme son grand-père et son père avaient une gammapathie, lui-même a un myélome, doit-il faire des analyses à ses enfants? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gammapathie, c'est très très fréquent. Alors c'est vrai que je comprends que ça interpelle de dire pic monoclonal chez les ascendants, et moi le myélome, etc. Mais là, je pense que non, il n'y a pas nécessité d'une surveillance, d'un dépistage de gammapathie monoclonale familiale, même en cas de myélome. Non, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à quel âge on fait le dépistage, hein? On peut faire le dépistage à 30 ans, on peut le faire à 40 ans, il faut le refaire tous les combien de temps? Je crois qu'il faut par contre être vigilant. Voilà, s'il y a des symptômes, s'il y a une anémie qui apparaît, il faut être vigilant, mais je pense qu'il faut, ouais, comme le dit Cyril, pas faire de dépistage systématique. Nous avions aussi une question issue du MOOC. Au-delà des examens traditionnels proposés lors du diagnostic, quelle est la place du PET scan dans le suivi? Alors, le PET scan, c'est un examen plus récent d'imagerie. Le principe, c'est d'injecter un sucre un peu particulier, un peu radioactif en quelque sorte, qu'on peut détecter dans l'organisme. Et en fait, dans notre corps, les cellules qui captent beaucoup de sucre, en cas d'effort, les muscles, le cerveau, ça capte pas mal, le cœur, pardon, mais les cellules du myélome, comme d'autres formes de cancer, ça capte beaucoup de sucre. Et donc, ça permet une bonne cartographie de la maladie en dehors des lésions classiques sur l'os qu'on peut détecter sur le scanner, etc. Alors, c'est vrai que ça apporte certaines informations en plus de cartographie. On sait que parfois, la maladie peut être présente en dehors de la moelle osseuse. C'est une importance de le savoir. Et donc, au cours des dernières années, le PET scan a été, on peut l'utiliser. Il y a des recommandations pour le faire au diagnostic. Et puis surtout, quand on fait un PET scan en cours de traitement, ça permet bien d'évaluer la réponse au traitement. Et donc, quand on peut avoir accès au PET scanner, ça peut donner des informations complémentaires. Cela dit, à l'heure actuelle, il n'y a pas de stratégie thérapeutique adaptée au PET scanner. C'est-à-dire que finalement, malgré des informations importantes apportées par le PET scanner quand on fait le diagnostic de la maladie, eh bien, on ne va pas traiter différemment à l'heure actuelle les patients. Et si on ajoute un PET scanner pour évaluer la réponse au traitement, ça peut donner des informations un peu différentes, mais à l'heure actuelle, quel que soit le PET scanner après X cycle de traitement, par exemple, ou après l'autogreffe, etc., on n'a pas de stratégie adaptée à ça. Et donc, c'est vrai qu'on a localement à Nantes, on utilise beaucoup le PET scanner, mais je dois absolument reconnaître qu'il est à l'heure actuelle difficile d'adapter notre prise en charge en fonction des résultats du PET scanner. Ça apporte des informations complémentaires, mais il y a d'autres examens d'imagerie importants, le scanner, parfois l'IRM, et je pense que évidemment chaque centre a des habitudes locales d'imagerie et le PET scanner, c'est un élément important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'imagerie maintenant du myélome, mais on peut tout à fait s'en sortir à faire une bonne analyse de la maladie sans PET scanner. Ouais, je confirme. Pour moi, c'est extrêmement important. On entend parler du PET scanner qui est effectivement une imagerie très importante, mais ce qui compte, c'est, moi, j'ai pas la même façon de faire de l'imagerie que Cyril parce que les radiologues de Rennes n'ont pas les mêmes habitudes que les radiologues ou les nucléaristes de Nantes. Et ce qui compte, c'est que chaque hôpital a ses habitudes. Et ce qui compte, c'est que quand on se pose une question, est-ce qu'il y a une lésion osseuse, est-ce qu'elle est menaçante, est-ce qu'elle risque de donner une fracture, on pose la question à un radiologue et qui nous donne la réponse, quel que soit l'examen qu'ils font. Et donc voilà, pour moi, c'est important que vous ayez bien en tête que si dans votre centre on fait que des scanners ou si dans votre centre on fait que des IRM, l'essentiel c'est que le médecin pose une question, il a la réponse, il vous prend en charge de façon optimale. Et il n'y a pas l'examen idéal. L'essentiel c'est des examens qui nous donnent une réponse à la question posée. Voilà, donc il y a 3 examens qui sont vraiment utiles, c'est le scanner, l'IRM et le TEP scanner. Pour reprendre une question à laquelle j'ai répondu par chat, on fait quasiment plus de radio parce que ça prenait très longtemps, c'est difficile de comparer l'évolution. Globalement, je crois qu'il y a quasiment plus de centres qui font des radios, mais ces 3 examens sont vraiment très utiles et l'essentiel c'est de savoir les manier.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je viens de voir passer une question, la question de Christophe, qui nous demande si un pic à 10 grammes sans aucun autre effet clinique est considéré comme un myélome indolent. Alors, un pic à 10 grammes en soi, c'est à ne pas trop placer l'un ou l'autre. Pour dire myélome indolent, c'est soit un pic à plus de 30 grammes, soit s'il y a plus de 10% de plasmocytes, les cellules du myélome dans la moelle osseuse. Donc, pris tout seul, un pic à 10 grammes, ça peut être un myélome indolent s'il y a plus de 10% de plasmocytes dans la moelle, mais donc le pic tout seul, en pratique, il n'a pas beaucoup d'importance. Ça va être un peu son profil évolutif. Et puis, évidemment, est-ce qu'il y a des symptômes associés? Combien de plasmocytes par la moelle? C'est vraiment la moelle osseuse, le pic, les urines et puis les symptômes qui vont nous aider à dire est-ce que c'est un pic monoclonal de signification indéterminée? Est-ce que c'est un myélome indolent asymptomatique ou est-ce que c'est un myélome nécessitant un traitement? Oui, j'insisterai sur une chose, c'est que je disais tout à l'heure que quand le pic baisse, c'est bon signe, quand il augmente, c'est que la maladie rechute. Ce qu'il y a d'important, c'est que chaque patient ait son propre témoin. Il y a des patients qui vont commencer avec un pic à 10 grammes et un myélome très agressif, des patients qui auront un pic à 40 grammes et un myélome moins agressif. Donc, il faut surtout pas comparer les pics d'un patient à l'autre. Ce qui compte, c'est le point de départ d'un patient donné et son évolution. Moi, je dis souvent que chaque cas est unique et c'est vraiment, vraiment important. J'étais en train de commencer à, puisqu'on parle de pic et de rémission, là, il y a une question d'Emmanuel sur quand peut-on parler de rémission. Alors, si on suit, on a ce qu'on appelle des critères de réponse qui permettent de parler de réponse complète ou de rémission quand il n'y a plus de pic, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de pic électrophorèse. On fait des examens un peu plus spécifiques qui nous disent qu'il n'y a plus d'immunoglobine dans le sang. On va aller regarder dans les urines, on va regarder les chaînes légères, on va aller refaire des analyses de moelle. On va dire il n'y a plus de cellules dans la moelle, donc on va parler de réponse complète. On peut parfois aller encore plus loin avec des histoires de maladies résiduelles qui sont pour l'instant à l'étape de la recherche. Mais finalement, à l'échelle d'un patient, ce qui compte, c'est qu'il y ait, même si la meilleure réponse, plus le pic diminue, mieux c'est, mais pas plus tard que ce matin, j'ai vu une patiente dont le pic a diminué de 50%, mais qui est parfaitement stable depuis, qui va très bien, qui supporte très bien son traitement. Elle n'est pas en rémission selon les critères, mais elle a une maladie contrôlée et c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que ce contrôle dure longtemps. Donc, je crois que pour moi, l'objectif pour un patient donné, c'est qu'on arrive à contrôler la maladie. Évidemment, plus le pic baisse, plus c'est rassurant parce qu'on est toujours content quand la maladie diminue le plus. Donc, stricto sensu, rémission, réponse complète, c'est quand il n'y a plus de pic. Mais ce qui compte avant tout, c'est que la maladie soit contrôlée, que le pic n'augmente pas, que les chaînes légères n'augmentent pas. Et l'essentiel, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Et ça, malheureusement, on ne peut pas écrire l'histoire au départ. Donc, c'est le suivi régulier, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, qui va nous aider à suivre l'évolution de la maladie. Il y a une question que j'ai vue passer dans le MOOC et que je voulais vous poser. Quand on a un myélome, que ce soit un myélome IgA, IgM, un myélome à chaîne multiple, à chaîne légère, est-ce que après un traitement, le type de myélome peut changer? C'est-à-dire qu'un myélome IgA-kappa peut devenir un myélome à chaîne légère? Alors, c'est une bonne question. En fait, dans la grande majorité des cas, on ne change pas d'isotype, c'est-à-dire A, D, E, enfin G, enfin G, A et puis rarissime haute, mais ou chaîne légère kappa ou lambda, ça change pas. Par contre, ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est quand même rare, c'est que parfois, on peut avoir un myélome à chaîne à immunoglobuline entière, IgG ou IgA par exemple, et puis le pic disparaît, et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut ne voir revenir que les chaînes légères. On a ça des réévolutions à chaîne légère, c'est très rare, mais parfois oui, et ça peut être un peu piégeant parce qu'on peut suivre les patients sur l'électrophorèse et le pic, on est rassuré fort justement parce qu'il n'y a plus de pic, mais c'est très rare. En reprenant les données de l'essai dont on parlait tout à l'heure, là, l'essai IFM 2009, où plus de 700 patients, eh bien, ces cas d'échappement que à chaîne légère quand on avait un anticorps entier, c'est de l'ordre de 2 ou 3%, donc c'est très rare. Mais donc, dans l'ensemble, quand on est IgG-kappa, on reste IgG-kappa. Attention à d'exceptionnels cas où la maladie peut réévoluer que sur des chaînes légères. Est-ce qu'on a une chance, en étant malade, donc en traitement ou pas, de voir
notre système immunitaire revenir à la normale? Alors oui, la difficulté, elle vient du fait qu'on fait des traitements prolongés maintenant. C'est-à-dire que là, je commençais à répondre à une question de Céline, j'ai eu 2 autogreffes, est-ce que mon système immunitaire reviendra normal? En tant que tel, si on arrête le traitement, ce qui arrive, hein, parfois après un traitement intensif par autogreffe, on fait un entretien par limite pendant 2 ans et on arrête le traitement. Là, à ce moment-là, le système immunitaire peut récupérer petit à petit. La difficulté dans le myélome, c'est que finalement, on a de plus en plus tendance à maintenir une pression sur la maladie avec des traitements dits d'entretien. Et donc, dans ces cas-là, on maintient une immunosuppression liée au traitement. C'est-à-dire que après une autogreffe, le système immunitaire, il peut repartir parce que le principe, c'est qu'on remet une moelle normale pour remplacer la moelle qu'on a détruite avec la chimiothérapie. Mais le problème, c'est qu'on maintient des traitements pendant plusieurs mois, pendant des années. Donc c'est vrai que les patients atteints de myélome vont garder une immunité qui est diminuée du fait de ces traitements prolongés. D'accord. Raymond nous demande, après une rémission, une rechute est-elle souvent difficile à soigner? Alors, ça dépend enfin, une rechute en tant que telle, la rechute fait partie malheureusement de l'histoire du myélome. C'est-à-dire que, on le disait tout à l'heure, parler de guérison, c'est difficile. C'est une maladie qui rechute pas toujours, mais très souvent. Après, chaque patient est différent. C'est-à-dire que si une rechute survient 3 mois après le début du premier, on commence un traitement. 3 mois après, la maladie est déjà non contrôlée, la maladie rechute déjà. Ça, c'est des formes de maladies qui sont très agressives, qui sont fort heureusement très rares, qu'on va avoir du mal à contrôler. À l'inverse, un patient qui commence un traitement et puis 6 ans après, le premier traitement commence à devenir moins efficace, la maladie revient. On n'est pas du tout dans la même logique. Et donc, chaque rechute est différente. On a des rechutes très lentes, très lentement progressives, qui surviennent très longtemps après le premier traitement. Il y a des rechutes qui surviennent très rapidement, de façon très agressive. Donc, chaque rechute est différente. Et ce qui compte, c'est l'histoire de chaque patient. Et ça va dépendre de l'efficacité du traitement initial, de la tolérance, de la vitesse à laquelle la maladie revient, de l'agressivité. Donc, on ne peut pas faire une généralité. La rechute fait partie de l'histoire de la maladie et on a un élément qui est encourageant, c'est qu'on est en train d'analyser une étude qui s'appelle EMIS et certains d'entre vous y participent peut-être. C'est une étude observationnelle où on regarde l'évolution, la prise en charge des patients atteints de myélome dans 70 centres en France avec une photographie qui est faite tous les ans depuis maintenant 4 ans, qui est faite par l'IFM avec l'association de plusieurs laboratoires. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand nombre de patients qui arrivent à 6, 7, 8 lignes de traitement. Alors, ça peut paraître décourageant de se dire 8 lignes de traitement, mais au final, ça veut dire que c'est des patients qu'on arrive encore à traiter après une 5e, 6e, 7e rechute. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, même en 5e ligne, le traitement apporte un bénéfice. Donc voilà, les rechutes, c'est jamais une bonne nouvelle parce que c'est recommencer des traitements un peu plus forts. C'est angoissant, mais n'empêche qu'on arrive dans la majorité des cas à contrôler la rechute. Chaque rechute doit être prise en compte en fonction, encore une fois, de l'histoire de ce qui s'est passé avec le traitement précédent. Est-ce que de rechute en rechute, le temps entre chaque réapparition des symptômes est de plus en plus court ou pas? C'est vrai que classiquement, les durées de réponse sont plus courtes après, au fur et à mesure des lignes de traitement, mais c'est pareil, il y a vraiment pas c'est vraiment pas une généralité. Parfois, sans qu'on sache bien pourquoi, un type de traitement donné ne correspond pas au patient ni à sa maladie et va répondre peu de temps, et puis on va débuter un autre traitement et qui lui va marcher beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, c'est toujours la difficulté des statistiques, c'est que si on fait des moyennes sur beaucoup de patients, globalement, la deuxième durée de rémission est souvent plus courte que la première, etc. Mais à l'échelon individuel, c'est parfois complètement faux. Et donc, c'est toute la difficulté et ce n'est pas des pirouettes pour ne pas répondre, mais c'est vrai que statistiquement, c'est plutôt vrai qu'au fur et à mesure des lignes de traitement, les durées de réponse sont plus courtes. À l'échelon individuel, tous les jours, cette vérité statistique se retrouve erronée avec des patients qui, ça ne marche pas bien les 2 premiers traitements, et puis on a un nouveau traitement qui marche, lui, très, très bien pendant très longtemps. Et donc, statistiquement, oui. Ponctuellement, enfin, à l'échelon individuel, et c'est vérifié tous les jours, on met à défaut cette vérité-là régulièrement. Oui, et puis les progrès thérapeutiques, typiquement l'arrivée du daratumumab, qui est un anticorps
médicamenteux qui va utiliser le système immunitaire pour détruire la maladie. L'arrivée du daratumumab en rechute a fait que le traitement de la première rechute finalement donne des résultats parfois meilleurs que la première ligne. L'arrivée de l'immunothérapie, je vois pas mal de questions passer, vous en entendrez parler dans les futurs webconf des CAR-T ou des nouveaux anticorps qu'on appelle bispécifiques. Il y a d'énormes progrès qui font qu'on arrivera probablement à mieux traiter les rechutes. Donc voilà, comme dit Cyril, ce qui compte, c'est l'évolution pour un patient donné. Et on peut pas faire de généralité. Alors évidemment, si on regarde 1000 ou 2000 patients, on va avoir des statistiques, mais ce qui compte, c'est l'histoire individuelle. Et on a heureusement de très bonnes surprises régulièrement. Oui, professeur, vous nous le rappelez, là je vois énormément de questions passer sur les traitements. Je vous rappelle que nous aurons prochainement notre deuxième webconférence justement sur les traitements, les nouveautés, et vous aurez à ce moment-là beaucoup de réponses à toutes ces questions que je vois passer. Donc voilà, vous voyez, on vous fidélise. Rejoignez-nous pour la prochaine webconférence. Professeur, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le plasmocytome ? Oui, j'ai répondu à une question. C'est vrai, c'est important d'en parler. La plupart du temps, les cellules du myélome, elles se trouvent dans la moelle osseuse et on les trouve au myélogramme, etc. Parfois, les cellules du myélome peuvent s'agréger entre elles, former comme une sorte de tumeur constituée de plasmocytes, une boule qu'on peut parfois palper au niveau des reliefs osseux, au niveau de la voûte du crâne, par exemple, ou du sternum. Et cette boule constituée de plasmocytes, on appelle ça un plasmocytome. C'est la maladie qui déborde un petit peu en quelque sorte de la moelle osseuse. Le plus souvent, il n'y a pas d'impact sur les traitements puisque les traitements qu'on utilise, ils diffusent un peu dans tout l'organisme et sont efficaces autant dans les plasmocytes qui se trouvent dans la moelle osseuse que lorsqu'ils forment une boule ou chose comme ça. Docteur, professeur, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur le myélome multiple? On pourrait dire beaucoup de choses. L'objectif, c'est de répondre à vos questions. Je me permets juste, je vois quelques questions passer sur la vaccination Covid et je renvoie, plutôt que de dire des bêtises, je pense que vous pouvez aller essayer de revoir le replay de la webconférence qui a été faite il y a une quinzaine de jours sur la question du Covid avec des collègues infectiologues très compétents et donc sur le site de l'F3M qui a été évoqué tout à l'heure par Alexandre, qui vous permettra d'accéder à ces informations. D'accord, donc je regarde un petit peu les autres questions auxquelles vous n'auriez pas répondu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les traitements. Vous nous avez gentiment déjà répondu à énormément de questions. Je vois beaucoup de choses passer sur le daratumumab. C'est vrai que on nous demande pourquoi on ne le donne pas simplement en première intention alors qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Ouais, j'ai répondu dans le chat. En fait, c'est simplement parce qu'il n'était pas remboursé et autorisé jusqu'à il y a 1 mois et demi à peu près. Et depuis 1 mois et demi qu'il est remboursé et autorisé, on le prescrit quasiment, pas systématiquement, mais enfin très fréquemment en première ligne. Mais c'est très récent, on ne pouvait pas le prescrire jusqu'à le début du mois d'avril, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il est bientôt 19h. Y a-t-il encore des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde? C'est vrai que vous avez été vraiment très efficace et que du coup, toutes les questions que j'ai vues passer, vous y avez apporté une réponse. Je vois l'heure passer, il est bientôt 19h. Alexandre, rebonjour. Oui, me voilà, mais je ne vous ai pas quitté. J'étais toujours là. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges et énormément de participation avec beaucoup de connexions. Je l'ai annoncé dans le chat, on est quand même monté à plus de 150 participants, donc c'est dire que le sujet intéresse et que le format plaît.
Donc, pour ma part, il me reste qu'à remercier tout le monde, que ce soit les participants, pour avoir s'être rendus disponibles, avoir participé, posé des questions, s'être investis de la sorte, mais également à vous trois, Sophie, Dr Touzeau, professeur de co, pour toutes ces informations et surtout la clarté des informations données. Ça a été dit à plusieurs reprises, ce sont des sujets qui sont parfois complexes, mais ça nous donne l'impression, pour citer un participant, d'être intelligent, peut-être plus qu'on ne l'est, mais de vraiment se rendre accessible toutes ces informations-là. Donc voilà, si vous avez un petit mot pour la fin, je vous cède la parole. Et puis sinon, pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine webconférence. Ah oui, petite dernière information. La prochaine webconférence du MOOC a lieu, si je ne me trompe pas, le 1er juin 2021. Donc pour y accéder, je vais vous envoyer l'information dans le chat. Ce sera à partir du MOOC auquel vous accédez directement sur le site action-myelome.org. Voilà. Non, moi je vous remercie de votre attention. J'espère sincèrement qu'on a réussi à vous éclairer. Je souhaite à féliciter l'F3M parce que c'est la 8e édition du MOOC et c'est à chaque fois un succès et c'est vraiment extraordinaire tout ce qui est fait. On parlait tout à l'heure de comment mieux accompagner les patients. Je crois que vraiment la F3M, par tout ce qui est fait, accompagne les patients. Il y a des relais régionaux, il y a des tuteurs dans le MOOC, il y a le MOOC qui fait des vidéos. Enfin, c'est vraiment, la F3M nous aide énormément. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et puis, moi, j'aime toujours terminer cette webconférence en rappelant, je l'ai déjà dit, mais que chaque patient est unique. Et donc, en salle d'attente, en hôpital de jour, en salle d'attente de consultation, vous allez entendre le voisin qui va parler d'un truc, qui va avoir un traitement différent du vôtre. Vous allez parfois aller croiser des patients qui sont suivis dans un autre centre, vous allez entendre une prise en charge différente. Ce qui compte, c'est vraiment la prise en charge individualisée, pardon. Et donc, même s'il y a des recommandations, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque cas est unique. Votre histoire est unique et donc la prise en charge est vraiment adaptée par votre hématologue. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le rappeler. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai été un peu long dans ma conclusion. Non, mais je remercie également la F3M pour organiser ces événements qui sont toujours extrêmement riches. Je trouve que c'est un mode d'échange qui est très positif. Et donc, merci à la F3M et puis merci à tous pour votre présence et ces échanges. Merci à tous. Oui. Je vous engage à vous inscrire sur le MOOC, rejoignez-nous, vous aurez beaucoup d'informations comme le professeur et le docteur viennent de le dire. Il y a une vingtaine de tuteurs qui vous accompagnent, qui peuvent répondre aussi, engager des conversations avec vous. Vous aurez plein d'infos et quelques nouveautés pour les personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Voilà, inscrivez-vous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.